what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Bonjour Internet, il est enfin de retour. You talking to me? Non, You talking to me? non, je parle de mon top 10 des meilleurs films de 2015. Okay. Dans la première partie, nous avions vu le fond de ce classement, avec des films un peu boudés par le public, mais qui contenaient de vraies bonnes idées. D'ailleurs, c'est pour moi le moment de vous expliquer un peu ma vision de ce top. À vrai dire, mis à part peut-être le premier de ce classement, vous le verrez, les places attribuées à tel ou tel film m'importent peu. En fait, mon but au travers de cette série de vidéos est non pas de vous partager mon top 10 des meilleurs films de 2015, mais plutôt mon top 10 de 2015 des films à voir, que même si tu les as pas aimés, qu'ils sont quand même intéressants. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Parce que oui, plusieurs films, plus convenus, plus appréciés unanimement ou au contraire plus élitistes, auraient pu rentrer dans mon top. Mais bon, ce classement reste une vidéo Playstop, et comme pour une vidéo normale de cette chaîne, mon ultime vœu est de vous donner les clés d'un film qui soit est passé inaperçu, soit rejeté par la majorité, mais en tout cas renferme des choses intéressantes qui méritent toute la lumière. Chaque film renferme un diamant. Et comme vous le savez, les diamants sont éternels. Pour ce numéro 7, je m'autorise une petite entorse aux règles d'un classement, puisque je vais vous parler non pas d'un, mais deux films. Il est taquin, on s'y ferait vite. Deux films qui, à première vue, n'ont aucun lien, mais qui, vous le verrez, cultivent un même désir de cinéma. Tout d'abord, donc, pour ce premier numéro 7, nous allons parler d'un film à Oscar. C'est un genre de film que tout le monde connaît. Vous savez, ce sont toujours des sujets forts, agrémentés de violonnades dramatiques. La mise en scène est toujours très propre, très académique, avec dans le lot un ou deux acteurs qui cabotinent à mort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des films où avant même le tournage, les costards cravates disent « Ça, c'est l'Oscar assuré, mon coco ». Mais au final, on ne retient que très peu ces films après coup. Et depuis une dizaine d'années, c'est le biopic qui est le genre de prédilection dans le montage d'un projet à Oscar. Cette année, donc, on compte entre autres Selma, Invincible ou encore Le Prodige, mais un film en particulier sort du lot, et c'est The Imitation Game de Morten Tyldum. Right, Mr. Turing, I'll bite. Why do you wish to work for His Majesty's government? Oh, I don't really. Are you a bleeding pacifist? I'm agnostic about violence. Ce film retrace le rôle crucial qu'a tenu Alan Turing et sa machine, la machine de Turing, dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour tout vous dire, à première vue, The Imitation Game m'emballait pas vraiment. Trop souvent déçu par le côté consensuel de ces types de films par le passé, c'est donc à reculons que je me le suis maté. Et quelle fut ma surprise! Pour résumer, ce film c'est la classe. Parce que j'ai surtout entendu le mot classique, comme si c'était péjoratif. Alors qu'ici, c'est vraiment la classe quoi. Du scénario à la réalisation, en passant par le jeu des acteurs, ou encore par la magnifique musique de notre Alexandre Desplat national, tout dans ce film est d'une maîtrise tellement rare de nos jours qu'il mérite toute sa place dans ce top. Et nous devons ce bijou à deux nouvelles têtes à Hollywood, à savoir Morten Tyldum, réalisateur aguerri qui fit ses armes dans la fiction télé en Norvège, et surtout Graham Moore au scénario, qui avant, avait juste fait 2-3 courts-métrages, pas plus. Parce qu'il est intéressant de noter que dans une industrie où ces types de films sont écrits par une armée de scénaristes au service des studios, The Imitation Game est le scénario d'un seul homme, fasciné par cette figure historique trop peu connue au-delà du cercle scientifique et empli d'une ambition de grand cinéma. Au final, il reçut l'Oscar et c'est bien mérité. En effet, The Imitation Game réussit l'exploit de raconter l'intimité d'un génie du XXe siècle tout en mettant en perspective les contradictions de la société dans laquelle il vivait, mais aussi le contexte d'urgence de la Seconde Guerre mondiale. Un scénario à plusieurs couches donc, d'une fraîcheur et un panache réjouissant, et allié à l'exigence du réalisateur norvégien Morten Tyldum, qui dans sa maîtrise des compositions de cadres et son découpage parfait me fait penser au grand Sid et Lumet, The Imitation Game est un film qu'il faut vraiment voir, vous n'en serez pas déçus. Bon, je pourrais encore en parler longtemps, mais passons tout de suite à mon deuxième numéro 7. Où est Heinrich von Zimmel? Il va être question à présent, et j'ai envie de dire enfin, d'un film français. En 2015, la production hexagonale s'est portée encore très bien, du moins dans la quantité et le nombre d'entrées, mais aussi qualitativement avec quelques bonnes surprises. Entre Commencer loin 2 et Avec Orelsan, Marguerite de Xavier Giannoli, ou bien encore Nous trois ou rien de Keyron, il me tenait à cœur de vous parler dans ce top d'un film qui ne reçut pas autant de lumière que ceux déjà cités, mais qui est pour moi une véritable réussite. Je veux parler d'eux, et c'est mon deuxième numéro 7, Un homme idéal de Yann Gozlan.
S'il partage la place de numéro 7 avec The Imitation Game, c'est qu'un homme idéal est aussi le fruit d'une collaboration entre un réalisateur et un scénariste qui font des étincelles. Yann Gozlan, jeune réalisateur sortant de son premier long métrage Captif, où il jouait des codes du film d'horreur, couplé à Guillaume Lemans, scénariste des films de Fred Cavaillé, autre porte-drapeau du genre à la française, nous donne avec Un homme idéal un film des plus réjouissants, dans la tradition d'une certaine idée du cinéma français, invoquant tour à tour Le plein soleil d'Henri Verneuil, ou encore la mise en scène au cordeau de Jean-Pierre Melville, et jusqu'à progressivement tomber dans une ambiance quasi fantastique. Un homme idéal m'a vraiment enthousiasmé. Le film en effet réussit le tour de force de montrer que le genre à la française, en dehors de la comédie, pouvait revenir au devant de la scène. Ce thriller, aux allures de conte moral, propose comme son colloque de la 7ème place, un soin tout particulier dans tous ses aspects techniques. Et avec son scénario à suspense, vous promet de vous tenir en haleine jusqu'à la dernière image. Sur ce, je ne souhaite pas plus en dire de peur de spoiler le bousin, donc allez regarder Un homme idéal, parce que comme l'autre film à cette place, c'est la putain de classe. Allez, avançons enfin à la 6ème place. Et oui, en 2015, les papys étaient de sortie. Là où Papy Misanthrope sortait un énième effort cynique mais drôle, et surtout toujours impeccable, Le Roi des Papys sortit quant à lui un des films les plus immersifs de sa longue carrière. Il aurait pu être dans ce classement, mais il n'y a pas assez de place pour vous et votre poche de pipi, monseigneur, désolé. Pendant ce temps, Papy Techno, vous savez, celui qui s'y connaît plus que vous dans les nouveautés technologiques, donna un film aussi topifiable que Le Roi des Papys, et qui s'intéressait au monde interconnecté, et donc interaccable. Bon, dans le coin, il y a toujours Papy Alzheimer, qui raconte toujours la même histoire, mais qui, comme il la raconte bien à force, il garde toujours notre attention. Un peu. Puis on a eu un appel de notre vieille tante anglaise. Elle nous a parlé d'un sportif américain qui, parce qu'il était petit, qu'il a fait polémique dans une compète en France. Je crois qu'elle perd la boule, sans mauvais jeu de mots. Mais elle est toujours marrante et elle a de l'énergie à revendre, vraiment. Puis il y a ce nouveau papy qui est arrivé il y a pas longtemps et qui aime bien raconter des histoires. Ah, lui, il a encore la foi pour nous faire rêver, en espérant que les infirmières l'abrutissent pas trop et leur cacher. Oh ? Un nouvel arrivant? Mais vous êtes encore jeune, vous? Ah, vous en pouvez plus, je comprends. Non, mais vous avez fait dimanche chef-d'œuvre, hein. Vous êtes incompris. Monsieur, je crois plutôt que vous êtes le plus compris des incompris, oui. Bon, mettez-vous dans le coin, alors. Oui, avec Papy Alzheimer, oui. Et c'est là où vous demandez « Il est où le prince des papys ?» Eh bien, il est à cette 6ème place et c'est Steven Spielberg avec son nouveau chef-d'œuvre, Le Pont des Espions. Car n'ayons pas peur des mots, on avance petit à petit dans ce classement et nous avons affaire maintenant à des films d'exception. Et ce Pont des Espions aurait pu facilement être plus haut dans ce top, mais comme je vous l'ai dit auparavant, le numéro des places m'importe peu. Ce film, humaniste, comme toujours avec Spielberg, est arrivé, comment dire, au bon moment. Bon, on ne va pas parler d'actualité ici, mais dans la salle où j'ai vu le film, quelque chose d'étrange s'est passé à la fin. Donc je ne sais pas si c'est à cause de cette ambiance un peu de tension dans l'air, mais en tout cas un bon nombre de spectateurs devant tant de bonnes valeurs se sont mis à applaudir. Mais revenons au départ. Au départ, mon seul intérêt, je l'avoue en tant que cinéphile, était d'abord Spielberg quoi, le génie de la mise en scène. Puis ajouter à ça le nom des frères Cohen comme ayant participé au scénario, eh bien il y avait de quoi m'exciter. Mais bon, la bande-annonce sortie, elle m'a laissé un peu de marbre. Et tout compte fait, l'association Spielberg-Frères Cohen ne semblait pas si judicieuse. En effet, d'un côté, nous avons deux frères dont la filmographie, en résumé, a pour but d'embrasser les mythes américains pour mieux les détruire joyeusement de l'intérieur. Et de l'autre côté, nous avons le cinéaste du mythe, justement, également créateur de nouveaux mythes américains originaux. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, un équilibre s'est trouvé dans ces deux visions du cinéma américain. En effet, comme le personnage de Tom Hanks qui se mouve dans une Amérique où tout tourne à l'envers, les juges n'ont rien de moral ou juste, les enfants sont plus cartésiens que leurs parents, le grand méchant n'est pas si méchant que ça, le message de Spielberg n'a jamais été aussi percutant. Ce personnage tout droit sorti d'un film de Capra, incarnant la bonté et la justice ordinaire, dont le regard change sur lui au fur et à mesure du film, met en évidence des valeurs simples qui ont toujours fait le cinéma de Spielberg. Non, on ne tue pas les gens, tout le monde a le droit à la justice, et bordel, communiquons entre nous au lieu de nous jeter des pierres à la gueule. Mais là où ce message universel fut parfois mal servi par des scripts médiocres, qui le rendaient beaucoup trop niais pour certains, c'est là où nous voyons l'importance du choix des frères Cohen dans la retouche du scénario. Ils servent en quelque sorte de contrepoint, insufflant ici et là des pointes d'ironie, et il semble aussi qu'ils aient renforcé les antagonistes en faisant des personnages caricaturaux symptomatiques de leur plume. Mais tout compte fait, si le film toucha autant le public lors de cette projection, auquel j'ai assisté, c'est je pense pour ce simple échange comme un leitmotiv tout du long, qui résume à elle seule le film, l'association Spielberg-Frères Cohen, mais aussi qui fait du bien à entendre dans un monde plus porté sur la com que dans le partage entre les gens, un échange teinté d'ironie, mais d'une justesse qui va droit là où il faut. Do you never worry? Would it help?
Enfin bref, je ne vais pas plus m'attarder dessus, considérant que tout le monde, ou du moins la majorité, a apprécié ce film à sa juste valeur. Mais vous l'auriez compris, c'est du très très grand cinéma, et j'ai presque envie de dire d'utilité sociale même, qui prouve encore le rôle décisif de Spielberg au cinéma, mais aussi, n'ayons pas peur des mots, comme porte-parole des valeurs humaines universelles. Ça c'est un véritable chef d'œuvre. C'est un grand must. On regarde. On regarde. Un extrait. Oh, formidable. J'ai le temps d'aller faire pipi là. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième partie de mon top 10 des meilleurs films de 2015. Merci à vous d'être fidèles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et laisser votre réaction, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière partie de ce top. Ciao Internet. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say